La Russie. La Russie a annoncé hier une frappe particulièrement sanglante sur Kramatorsk. Voici les termes qui ont été utilisés par le porte-parole du ministère de la Défense en réponse à la frappe criminelle du régime de Kiev dans les premières minutes de janvier 2023. Les forces russes ont mené une opération de représailles à Kramatorsk. La suite, on l'écoute. Il y avait plus de 700 militaires ukrainiens dans le dortoir numéro 28 et plus de 600 militaires ukrainiens dans le dortoir numéro 47. À la suite d'une frappe massive de roquettes sur ces bases temporaires des unités ukrainiennes, plus de 600 militaires ukrainiens ont été tués. Plus de 600 militaires, donc c'est précis, c'est quantifié. Manifestement, c'est faux. Claire Cambier, vous êtes en Ukraine. Vous serez, on va vous rejoindre dans quelques minutes, le temps de vous positionner juste devant le lieu où a eu lieu cette frappe et qui est censé avoir évidemment fait toutes ces victimes. On écoute Volodymyr Zelensky qui hier soir dénonçait un mensonge. Écoutez-le, le président ukrainien. Le monde a pu voir encore une fois ces derniers jours que la Russie ment, même lorsqu'elle attire l'attention sur la situation avec ses propres annonces. C'était le cas avec le bombardement de Kherson, avec des munitions incendiaires juste après Noël. C'est aussi le cas avec les frappes sur Kramatorsk et d'autres villes du Donbass, sur des cibles civiles, au moment même où Moscou faisait état d'un prétendu cessez-le-feu de son armée. Voilà donc pour l'enchaînement des faits. Les déclarations des uns et des autres, et on verra avec Claire Cambier donc dans quelques instants que sur place, on ne vérifie pas les annonces de Poutine. Comment interpréter un tel mensonge? Vous me direz, il y en a eu d'autres, hein. Oui. Mais quand même à ce moment-là de la guerre. Mais écoutez, je crois qu'il faut faire attention à une chose, il faut pas confondre la communication vers l'Occident et la communication vers les Russes. Ce sont deux choses différentes. N'oublions pas que les Russes ont très peu de moyens de vérification. Je ne parle pas de ceux de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui éventuellement peuvent détourner et avoir des informations par les réseaux sociaux ou par d'autres choses. Je parle du fin fond de la campagne russe, où là, on écoute la radio, on a la télévision, etc. Donc, ce que annonçait Moscou, à savoir la mort de 600 ou de 700, peu importe, soldats ukrainiens en représailles de ce qui s'est passé le premier, je suis sûr qu'au fin fond de la campagne russe, ils y croient, parce qu'ils n'ont pas la capacité de... D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est... Ce qui m'amuse dans le communiqué russe du militaire qu'on a vu, il donne le dortoir 27 et le dortoir 28. Ça veut dire, oui, c'est bien crédible, hein, on a même le numéro du dortoir. Donc ça, excusez-moi, c'est le petit détail qui cloche, si je puis dire, parce que là, ils veulent faire dans le détail, alors qu'à mon avis, bon, dans le mensonge, pour accréditer le mensonge, oui. Et là, on se dit... Plus on ment, plus on donne des détails pour essayer d'authentifier ces dires. C'est suspect, toujours. Ça, c'est suspect. Nous, on n'est pas dupes ici, enfin, on va le voir, parce qu'en plus, je pense que sur place, on va s'apercevoir que c'est pas le drame n'a pas eu lieu, mais nous en Occident on n'est pas dupe de cette campagne de propagande. Mais en Russie, je suis sûr, ça marche très bien. Se venger de ce qui s'est passé, sur lesquels ils ont menti, puisqu'ils ont annoncé 83 morts, alors que 89 le dernier, 82, bon, alors qu'il y en a bien sûr plus que ça d'après les Ukrainiens. Donc c'est un petit côté pour satisfaire justement le nationalisme russe, voilà. Donc ne mélangeons pas les deux choses. On va rejoindre Claire Cambier, parce que précisément, Claire, vous êtes devant le dortoir dont parlait à l'instant Thierry Volton, numéro 47, qui est censé avoir été frappé, et c'est là où il aurait dû y avoir, si on en croit les Russes, 600 morts. Claire, vous êtes sur place pour TF1 LCI. Merci à vous. Qu'en est-il ? Oui, exactement. Nous sommes devant cette école 47. Ici, les écoles ont des numéros. Alors, vous le voyez, la frappe a bien eu lieu. Ici, on voit le cratère. Nous sommes rentrés à l'intérieur du bâtiment qui est juste derrière. Il s'agit d'un lycée professionnel. À l'intérieur, eh bien, du personnel de l'école est en train de déblayer, d'enlever les gravats. Ils nous ont dit, regardez, il n'y a rien de militaire ici. Il n'y a que des chaises, des tables, des livres. Il n'y a pas une goutte de sang. Impossible donc que des militaires aient été tués ici. Le dortoir, lui, de cette école, le pensionnat se trouve juste en face. Il a été très peu impacté. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, Kramatorsk est la base arrière de Bakhmout. Il y a des soldats qui dorment ici, mais ils sont répartis en petits groupes pour éviter justement de telles pertes. Impossible donc que 600 soldats soient morts dans la ville la nuit de samedi soir. C'est très important le travail que vous faites, évidemment, Claire, avec Morgane Bonin, parce que c'est ce qui nous
assure, hein, les images, les déclarations, elles peuvent toujours nous tromper. Là, vous êtes sur place et vous dites qu'il ne peut pas y avoir eu 600 morts, compte tenu de la configuration d'abord des bâtiments et de ce que vous constatez. Merci à vous. On est quand même frappé par cet enchaînement de mensonges. Est-ce que vous pensez, Anastasia, que comme au début de la guerre, comme on a dit, Poutine aurait pu être trompé par les militaires? Non, c'est Poutine qui a construit ce système. Lui-même est issu des services spéciaux et c'est leur profession de mentir. Donc le même personnage, Igor Konashenkov, au début de la guerre, il parlait des armes chimiques et biologiques. Il y avait même le porte-parole qu'on a vu. Hein. Voilà, donc ça nous apprend aussi sur leur vérité globale sur cette guerre. C'était des pires mensonges. Ce qui est intéressant, maintenant, même certains propagandistes commencent à critiquer ce mensonge autour de Kramatorsk parce que c'est les critiques de droite. Il y a eu une demande de vengeance pour Makiivka. Ce qui est intéressant, à Makiivka, les Ukrainiens ont annoncé de 400 jusqu'à 600 morts et la Russie sort, mais nous aussi on a tué 600 morts. Et donc ce qui visiblement n'a pas eu lieu, il y a des critiques même de droite qui attendent toujours cette vengeance qui n'a pas eu lieu. Mais c'est intéressant de voir que la propagande commence à être fragilisée. Si eux-mêmes ils admettent un tel fake news, qu'est-ce qui est pour le reste ? Vous dites que la propagande commence à être fragilisée. Le fait que les mensonges soient de plus en plus répétés et importants prouve que ça marche moins. C'est ça que vous voulez dire ? Par exemple, vous ignorez pas qu'il y a un Prigojine qui critique le chef de Wagner. Les armées. Qui critique lui, depuis longtemps. Et il y a des gens qui ne sont pas contents qu'on puisse pas critiquer les armées davantage et commencent à parler de ces fake news. Cela dit, alors les mensonges... Tiens, il y a une séquence qui, quand même aussi, avait retenu notre attention... En décembre, vous vous rappelez la visite de Shoigu dans la partie est de l'Ukraine. Il était allé, enfin, le ministre de la Défense allait sur le terrain. Et puis, je ne sais pas si on peut revoir les images, mais en fait, pas du tout. On avait pu démontrer quelques jours plus tard que tout avait été monté, que les images qu'il était censé voir de son hélicoptère n'étaient pas celles qu'il disait voir. Donc, en fait, cette propagande, elle prend des proportions quand même incroyables, Yves Doutrillo. Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à propos des armes sales que préparaient les Ukrainiens. On avait donné aussi beaucoup de détails. 3 lieux bien particuliers, c'était peut-être pas numéro 47 et 48, mais on avait identifié les villes et les installations où, soi-disant, l'Ukraine préparait des armes sales. Et il a fallu ensuite des inspections. Je ne sais plus si c'est l'AIEA qui avait été inspectée. Et on a été sur place. On a pris pour acquis les soi-disant informations communiquées par la Russie, exactement comme vient de faire votre journaliste sur place. Et on a pu constater qu'il n'y avait rien de tel. Mais comme le dit Thierry Volton, c'est destiné à l'opinion russe qui a été très choquée par le manque de protection donnée aux conscrits russes qui sont morts la nuit de la Saint-Sylvestre, du 1er janvier. Et on verra tout à l'heure que ça produit son petit effet. Que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, l'adhésion des Russes ne baisse pas, mais au contraire. Cela dit, je voudrais vous poser une question, amiral, sur aussi ce que disent les Ukrainiens à propos de cette opération de Kramatorsk. Donc, on a la preuve, Claire Cambier est allée sur place, ça n'a pas eu lieu tel que c'est décrit par les Russes. Les Ukrainiens vont plus loin. Les Ukrainiens, voilà ce qu'ils disent. Notamment ce porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne, Sergueï Tcherevati, les troupes russes n'ont pas la capacité de délivrer des frappes de haute précision. Techniquement, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils disent qu'ils ont fait ? Oui, alors on est quand même dans un contexte où tout le monde ment un peu. Les Ukrainiens mentent par omission. Hein, les Russes mentent par, par conviction, pour faire le pendant avec l'omission, et ne disent pas toute la vérité. Et bien sûr, il y a une guerre de communication. La réalité derrière ce qui est indiqué par le porte-parole du ministère de la Défense ukrainien, c'est que
les Russes ont développé une double capacité, une capacité, j'allais dire, de tirer tous azimuts tels qu'on les attendait depuis des années, sans beaucoup de précision, de façon à faire un déluge de feu, et puis à longue portée avec des missiles de plus haute précision. Il faut aussi modérer, parce que quand vous avez des missiles supersoniques ou voire hypersoniques, vous n'avez pas une précision extraordinaire. Mais enfin, voilà, pour le combat proche, le déluge de feu, pas forcément très précis, et pour le combat lointain, des missiles plutôt précis. Ce qui n'est pas le cas des armées occidentales, puisque nous, on cherche à faire de la précision dès le contact. Et c'est le cas des César, des HIMARS américains, etc. Dès le contact, ça va jusqu'à 80 km. Mais là, voilà. Et là, je pense qu'il a 80% de chances d'être dans le vrai. Qui les Ukrainiens. Ukrainiens, oui. Parce qu'ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas le bon positionnement par rapport au matériel? Non, ils n'ont pas la stratégie. Vous développez un outil militaire en fonction d'une stratégie. Oui. La stratégie soviétique, russe, c'est la masse, la masse, la masse, le feu, le feu, le feu. Et ça n'a pas été comme dans les armées occidentales. La précision, on va taper nos missiles, par exemple, on tire d'une frégate à 1000 km, on rentre par cette fenêtre et pas par celle-là. Voilà. Et c'est pas du tout la doctrine russe. Donc vous avez un outil militaire qui est bâti autour de ça. Voilà. La conséquence de cette stratégie, c'est que, par exemple, si un drone russe arrivait à reconnaître ce dortoir 47 oui. comme abritant 600 soldats ukrainiens, oui. ce n'est pas le cas, oui. il ne pourrait pas ensuite viser cette cible. Alors, il pourrait viser la zone et arroser la zone, bien sûr. Ou alors tirer... Le tir massif, ça ils savent faire, ils arrosent. Bon, jusqu'à 30-40 km, il n'y a pas trop de problème. Ou alors un missile tiré de beaucoup plus loin. Comme ils n'utilisent pas leur aviation, qui, elle, aurait été capable de tirer de façon assez précise. Je pense que les Ukrainiens, je dis, ils sont à 80% dans le vrai. Mais il faut bien se rappeler que les outils militaires sont forgés en fonction d'une politique et d'une doctrine. On ne change pas de politique et de doctrine. Non, mais il faut 15 ans. Comme ça, en quelques mois. Mais il faut 15 ans. Et les leçons du terrain, ça c'est vrai que c'est fascinant, les leçons du terrain, elles ne peuvent pas être tirées en quelques mois. Non, pas il faut un temps long pour restructurer et pour changer d'objectif une armée. Mais je vais vous donner un exemple pour l'armée française. Pendant toute la guerre froide, je vais prendre l'armée de terre, puisque j'ai été numéro 2 des armées, notre arme du génie était défensive face aux millions de soldats soviétiques qui allaient défendre. On est engagé dans la guerre du Golfe et on fait du génie offensif. Donc on a demandé aux Américains de nous aider, parce qu'eux avaient développé des doctrines pour le génie offensif. Et alors ça fait 20 ans, 30 ans, notre armée de terre, maintenant, est capable de faire à la fois du génie offensif, c'est-à-dire d'attaquer, etc., et du génie défensif. Mais ça ne se change pas comme ça, comme un claquement de doigts. C'est comme on ne forme pas une armée en 3 mois. C'est très clair. Pourquoi font-ils cela? On s'interroge. Anastasia, je voudrais qu'on écoute une vidéo. C'est un soldat qui s'est filmé sur son lit d'hôpital. Il faisait partie des Russes qui a été blessé par la frappe ukrainienne de Makivka. Je voulais justement en parler. Ah bah, super. Vous voyez, je devance vos désirs, alors je suis très flattée. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il met en cause le commandement russe et on se demande si cette frappe annoncée par les Russes, alors à Kramatorsk, n'est pas aussi pour couper court à ce type de témoignage qui peut arriver sur les réseaux sociaux. Que dit ce soldat? Je voudrais juste préciser que cet homme qui s'est filmé lui-même est décédé par la suite. Donc c'est un témoignage posthume et évidemment il nous instruit sur la façon dont les soldats russes ont vécu cette nuit-là. Fin décembre, nous avons été amenés à Makivka. On nous a placés dans le bâtiment d'un collège de technologie. Le soir du Nouvel An, nous avons tous été rassemblés dans la salle de réunion pour écouter le discours de Poutine. Nous ne voulions pas le faire. Tous les locaux savaient que c'était dangereux. On nous a dit de suivre l'ordre de ce colonel. Le nom du colonel est Roman Enikayev. C'est à cause de lui que presque tous nos gars sont morts. C'est un miracle que je sois en vie. Tous nos commandants ne pensaient qu'à rentrer chez eux le plus vite possible. Comment sortir de là aussi vite? C'est un miracle. Ils nous ont laissés là exprès. C'est accablant. On nous a demandé d'aller là pour écouter Poutine. Donc c'est une mise en cause directe de Poutine, l'obligation d'écouter son discours du 31 décembre. On ne voulait pas y aller, on savait que c'était dangereux, les commandants voulaient rentrer eux, donc ils nous ont parqués là, et donc il y a eu
effectivement plusieurs centaines de morts. Anastasia. En plus, c'est très crédible, cette obligation d'écouter Poutine. Pour les Russes, c'est la réalité. Pour booster le patriotisme, il y a plusieurs exemples. Il y a des listes qui sont en train d'être composées des membres du parti Russie Unie. Il y a maintenant, ils scannent des réseaux sociaux pour savoir qui est loyal ou pas. Et là, visiblement, tous les soldats doivent écouter Poutine pour éviter toute fronde. Et aussi, ils étaient réunis et vivaient ensemble, peut-être pour éviter qu'il y ait des déserteurs. Donc, c'est très crédible. Et de la part des Ukrainiens, c'est clair qu'on ne les a pas réunis pour écouter Zelensky. Tout le monde peut l'écouter quand il veut. Ça en rajoute évidemment dans le scénario incroyable de cette soirée-là pour 600 soldats russes. Oui, et ce qui est intéressant dans la propagande russe d'aujourd'hui, en tout cas ça me frappe, je parlais tout à l'heure du numéro des dortoirs pour accréditer le sérieux de la chose, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire que, on vient de le dire, c'est un collège, on le sait bien, on le savait depuis le début qu'à Makivka, c'est un collège qui a été touché. Et là, ils ont dit des lycées. Donc, vous voyez, c'est la réponse de la bergère au berger, comme on dit, ou vice-versa. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un manque d'imagination, excusez-moi de vous le dire quelque part, c'est-à-dire qu'on fait du copier-coller, quoi, grosso modo. Mais c'est pas très créatif, c'est ce que vous nous dites. C'est pas très subtil. Non, ils sont à court d'imagination là. Ils devraient prendre des cours auprès de certains complotistes. On peut quand même se demander si les Russes vont encore longtemps croire ces mensonges, parce que c'est tellement grossier que finalement, on le saura. Après l'affaire du 1er janvier, il y a eu énormément de critiques en Russie même. Comment ça se fait qu'on avait concentré tous ces soldats à 12 km ou 15 km de la ligne de front le soir du 31 décembre. Donc il faut mettre en cause les commandants. Hein. On l'a lu dans les réseaux sociaux du côté russe. Et on va répondre à cette critique par un mensonge qui finira par se savoir aussi en Russie. Donc ça me paraît même, du point de vue de la propagande russe, assez contre-productif. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, il y a eu une frappe, il faut répondre par l'annonce d'une frappe qui n'a pas eu lieu, mais qui permet d'entretenir la population dans l'idée que, évidemment, Moscou défend sa population. Voilà, c'est la loi du talion. C'est ce qu'exerce Poutine aujourd'hui sur le plan militaire, prétendument. Il essaye de faire avaler ça. Oui, mais je pense que je modérerai un peu ce que vient de dire M. l'ambassadeur. Je pense que ça marche dans la population. Le mensonge communiste a marché pendant 70 ans. Le massacre de Katyn, ça a marché pendant 40 ans. Et ces mensonges marchent dans une population qui est peu habituée à la communication, aux réseaux sociaux, comme vous disiez, madame. Nos troupes, il y aura un discours du président de la République, on dirait à chacun, vous êtes autorisé à prendre votre portable et vous allez écouter le président de la République sur votre portable. On rassemblera jamais 500 personnes dans un endroit à 15 km. Mais ce que vous nous dites, c'est que le bilan politique pour Poutine, oui, qu'il s'agisse du mensonge sur la trêve, oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, oui, celui-là, oui, il est encore tout récent. Vendredi, on a quand même attendu, oui, de savoir si ça aurait une réalité, oui, ou pas, ça n'en a pas eu. Non. Donc en 48 heures, on a un mensonge sur la, oui, trêve et on a un mensonge sur les représailles. Oui. Vous dites le bilan politique, le bilan politique pour Poutine, il est quand même positif. Il est positif, très certainement. Je ne suis pas un spécialiste, mais je veux dire, on voit très bien que on peut faire confiance quand même à certains sondages sur le fait que la population russe, dans son ensemble et sur l'ensemble du territoire, est d'accord avec la politique de Poutine. Justement, c'est une transition que vous me fournissez. Merci, Amiral, parce qu'on a été frappé par un sondage. C'est les sondages Levada, auxquels on prête une certaine foi. Or, regardez, on va regarder la courbe du dernier sondage d'adhésion à l'opération, de l'opération spéciale de Poutine, donc sa guerre. Soutenez-vous personnellement les actions des troupes russes en Ukraine ? 71% le 22 décembre. C'est ça, 71%, 22 décembre. Et on se dit que, dans le fond, quoi, les Russes ont peu de compassion à l'égard des Ukrainiens, ils ont envie de se venger. Et question subsidiaire, est-ce que l'annonce de la mort des soldats russes à Makivka ne peut pas resserrer les liens des Russes autour de Poutine, qui pourraient se dire à ce moment-là, alors oui, les Ukrainiens, il faut se venger, il faut les frapper.
Vous avez raison, c'est exactement ça. L'objectif, c'est ça, c'est évidemment attiser la vengeance. Bon, alors je crois qu'il faut qu'on comprenne quelque chose que nous avons du mal à comprendre en Occident, excusez-moi, parce que voilà ce qui se passe. Grosso modo, pourquoi cette adhésion à Poutine? D'une façon générale, je ne parle pas de la guerre, là, je parle de l'adhésion par rapport au pouvoir, d'une façon générale. Il faut savoir que les Russes ont vécu la chute du communisme d'une façon dramatique, parce qu'il y a eu une gigantesque inflation, etc., etc. Et ils ont l'impression d'avoir beaucoup perdu. Et donc, Poutine leur fait une histoire depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis à peu près 2001, en disant nous allons retrouver notre place, si vous voulez. Et ça bon, je crois qu'on ne se rend pas compte dans un peuple qui est supplante les sanctions, ça supplante les informations qu'ils ont sur les échecs militaires. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une adhésion nationaliste. Vous savez, le nationalisme, c'est un poison. C'est un poison absolu. De toute façon, je le pense en tout cas. Donc c'est un poison. Donc si vous voulez, ils y croient, hein. Bon, et donc je pense qu'ils ont envie de prendre une vengeance et que les Ukrainiens ont voulu quitter le camp, hein, ils ont voulu faire la démocratie, etc., ce qu'on ne permet pas de faire nous en Russie. Donc, si vous voulez, il y a une volonté, à mon avis, d'adhésion sans doute. Alors maintenant, en ce qui concerne les sondages, les valages, je voudrais quand même qu'on modère un tout petit peu la crédibilité du... Juste sur ce que vous disiez, pardon, je voulais vous soumettre une phrase du directeur scientifique du centre de sondage. Vous allez me dire après techniquement peut-être ce qu'il faut en penser. Il s'appelle Lev Gutkov. Et lui, il en arrive à cette conclusion. Eh bien, oui, la société russe est amorale. Elle n'éprouve aucune sympathie à l'égard du martyre des Ukrainiens. Elle est amorale. Bon, est-ce qu'il faut à ce point faire des généralités? Non, d'abord, on ne lui a pas appris à être moral. Excusez-moi, c'est la première chose qu'il faut se dire. Hein. C'est ça le problème. Ça fait sourire Anastasia. Hein. Donc, pour être amoral, il faut avoir disons, une frontière dans laquelle on sait on peut basculer. Ils ne savent pas ça depuis un siècle. Donc, si vous voulez, ça, c'est le résultat d'un régime. C'était déjà un peu le cas sous le tsarisme, mais ça s'est bien plus amplifié avec le communisme. Ils ont une certaine idée du bien et du mal, eux. Oui, mais pas forcément la nôtre, en tout cas. Mais religieux. Oui, non, mais ça, c'est pas forcément la même chose. Bon, ouais. Alors, ce qui concerne le sondage, je voudrais quand même dire, parce que je ne dis pas qu'ils sont faux, hein, évidemment. Je pense qu'ils ont une grande part de vrai. Je ne sais pas laquelle, peu importe. Mais mettez-vous à la place de n'importe quel Russe. Vous recevez un coup de téléphone, parce que je suppose que c'est par téléphone, on vous dit, bon, est-ce que vous êtes pour la guerre ou contre la guerre? Le Russe moyen, qui ne sait absolument pas s'il n'est pas écouté, si on n'a pas son identité, etc., comment voulez-vous qu'il réagisse? Il va se dire, si je dis je suis contre la guerre, je risque d'être arrêté, parce qu'il y a quand même une énorme répression qui existe. Avec des lois qui ont été plus répressives encore. Absolument. Donc, si vous voulez, ces sondages, c'est vraiment... Alors, je ne dis pas qu'ils sont faux, j'entends bien, mais il faut faire attention au récepteur, c'est-à-dire celui qui va recevoir le coup de téléphone. Il se dit, bon, il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire, et donc, à mon avis, il a oui, je suis d'accord. Bon, voilà. Oui. Je simplifie un peu, mais... Mais nous, comme l'amiral tout à l'heure disait sur ce plateau, il y a quelques instants, le bilan politique de ces mensonges, il est bon pour Poutine. Sous-entendu, amiral, je ne veux pas transformer votre pensée, mais sous-entendu, oui, ça marche. Oui. Effectivement, ça va faire en sorte que les Russes soient davantage encore que le 24 février derrière leur président. Oui, effectivement, je suis assez d'accord. Il n'y a pas que les sondages. Moi, par exemple, tous mes amis d'enfance, qui sont pas, que j'ai pas connus de Sibérie, de Sibérie, oui. Que j'ai pas connus à titre professionnel, ils soutiennent cette opération spéciale. Mais ce qui compte, la propagande, c'est une chose terrible. Ils n'ont pas accès à la vraie information. Et plus d'ailleurs, plus on est loin vers l'Extrême-Orient, plus les gens soutiennent Poutine. Donc, on a fait des galeries photos des lettres Z, le symbole de cette guerre, installées à Vladivostok, c'est incroyable. Et plus on se rapproche de l'Europe, de Moscou, Saint-Pétersbourg et d'Ukraine, les gens ont voyagé, ils peuvent connaître des Ukrainiens. Oui, plus ils se posent quand même les questions, parce que sinon, les autres qui soutiennent cette opération, ils ne savent pas ce que c'est la guerre et ils croient à ces mensonges. Donc, du point de vue du Kremlin, le mensonge sur la trêve, le mensonge sur Kramatorsk, pardon, c'est tout bénef. À Samara, la plupart de ces conscrits qui sont morts étaient de Samara, et ils doivent quand même être moins derrière Poutine. Et aussi, vous savez, sa popularité peut s'effondrer du jour au lendemain. Quand le communisme, en 91, les gens ont survécu quand même. C'est pas tout à fait ce que disait Thierry Volton, hein, qui parle d'un poison extrêmement difficile à extirper d'une société. Chaque leader russe est vénéré au début, ensuite, quand il part,
part, il est quand même maudit. Donc, c'était le cas de Yeltsin et avant de Gorbatchev, de tout le monde. Oui, mais il faut qu'il parte pour ça, pour qu'il soit maudit. Tant qu'il est en place, il n'est pas maudit. Voilà, et puis à l'époque de Yeltsin, le nationalisme était moins glorieux, et encore moins d'ailleurs à l'époque de Gorbatchev. C'était un peu la fin d'un régime. Et ici, ça fait quand même 10 ans, 15 ans qu'on plastronne sur le nationalisme russe et le fait que la Russie doit retrouver sa place comme une grande puissance, équivalente aux États-Unis d'Amérique. Et donc, tous les jours, à la télévision officielle, et c'est la seule télévision d'ailleurs, on répète cela. Et donc, c'est vrai que d'une certaine façon, les mensonges peuvent payer. Alors, à long terme, on ne peut pas le dire. Non, mais on parle on peut le dire à court terme. Présent, parce qu'on suit tous les jours l'évolution. Un peu moins chez les jeunes, d'après le sondage. Il faut quand même voir. Un peu moins, mais encore 71% d'un 2 décembre, c'est considérable. Ça, c'est la moyenne. C'est ce qui nous frappe. Et pour l'instant, il n'est pas déstabilisé par l'opinion. Alors peut-être que l'opinion, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense vraiment. Mais en réalité, ce qu'on annonce depuis des mois, c'est-à-dire un mouvement par la base qui pourrait déstabiliser Poutine, on ne le sent pas. Vous êtes d'accord, Thierry Volton? Dans un instant,